La famille de Albert Zaf, ancien chef d'État malgache, a déclaré que le régime de la transition n'est pas responsable de la vente de la propriété foncière sur laquelle est bâtie la villa Elisabeth. La rumeur selon laquelle les élèves seraient obligés de se faire vacciner contre la peste a engendré une polémique et une panique au sein de la population. Et enfin, l'armée du régime syrien encerclait mercredi la dernière ville aux mains de l'État islamique dans le pays en guerre, a indiqué l'agence officielle Sana. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la famille d'Albert Zaf, ancien chef d'État malgache, a déclaré que le régime de la transition n'est pas responsable de la vente de la propriété foncière sur laquelle est bâtie la villa Elisabeth. Et contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers responsables du ministère des Finances et du Budget, ainsi que ceux de l'aménagement du territoire, ces deux entités ne peuvent être écartées de cette affaire. Lily Rabiat. La famille de l'ancien chef d'État est sortie de son mutisme quant à l'affaire Villa Elisabeth, déclarant que l'information selon laquelle le régime de la transition serait responsable de la vente de la propriété où se trouve la Villa Elisabeth est erronée. La vente était faite le 24 janvier 2014 et n'a été éventée que le 16 novembre 2016, au moment où le titre de la propriété a changé. Selon les explications, c'est le directeur général de la propriété foncière qui s'est occupé de ce document. Janvier 2014. Cette date correspond en fait à la veille de la passation de pouvoir, c'est-à-dire la prestation de serment du président de la République. C'est au mois de novembre 2016 que le dossier rebondit à nouveau quand la société Prime Immobilier reprend la Villa Elisabeth. Or, la société Prime Immobilier, clairement, le 23 septembre 2016, savait que le terrain appartenait à l'État. Or, le 21 septembre 2016, on a fait croire au président Zaf que le terrain était, en fin de compte, appartenait à une tierce personne et que c'était quasiment un bail amphithéotique qui régissait le terrain, donc le propriétaire reprenait le terrain. Or, le terrain était à 100% État malagasy. Il n'est pas non plus vrai que le professeur Albert Zaf était au courant de tout ce qui concernait cette vente. Il n'a été mis au courant de cette cession qu'au mois de septembre dernier. Quand le président Zaf a reçu en fait les gens de Prime Immobilier, sa réponse était très simple. Il a dit ce terrain ne m'appartient pas, ça appartient à l'État. Si vous êtes intéressé, allez voir les responsables de l'État, la direction du patrimoine, le ministère des Finances, et c'est à eux de décider si oui ou non ils vous attribuent le terrain Saint-Antoine 4. Mais de toutes les façons, ils ont l'obligation de me fournir une maison. Et si vous regardez bien, dans l'acte de transfert, la procuration donnée par le ministre, de l'actuel ministre des Finances, la propriété, les 700 mètres carrés dont on discute, est bel et bien transférée au nom de l'État malagasy, mais pas au nom du président Zaf Albert, comme certaines personnes veulent le faire croire. Après que cette affaire fut portée à la connaissance du grand public, le ministre en charge des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire, ainsi que celui qui est chargé des finances et du budget, ont nié avoir eu connaissance de cette vente. Et pourtant, selon la procédure de vente d'une propriété privée faite à un particulier, ces deux entités sont placées comme responsables au premier degré. D'autre part, la décision émise par le gouvernement pour annuler cette vente n'est pas valide. Toujours selon le porte-parole de la famille. Je ne comprends pas. Et la seule entité en fait au niveau de l'État qui peut porter plainte, c'est la direction de législation contentieux. La plainte au niveau du Bianco, c'est une plainte pour corruption potentielle. D'accord ? Donc, la plainte sur le Bianco, il ne s'agit pas de remettre en cause le titre de propriété. C'est par rapport à une corruption potentielle.
Donc voilà. Donc le jeu est très simple. Il suffit maintenant que la direction de la législation contentieuse assume ses responsabilités et on annule le titre. Il faut une procédure judiciaire pour annuler cette vente. L'opinion attendra les mesures que le gouvernement est prêt à prendre pour annuler cette vente, ainsi que les réactions de ceux qui ont procédé à l'achat. La famille du défunt président a aussi profité de cette conférence pour apporter des explications sur la réconciliation nationale. Également dans l'actualité, pour une élection transparente et acceptée de tous, il faut absolument respecter la Constitution. L'adoption du code électoral qui va régir la prochaine élection ne doit pas aller au-delà de cette session parlementaire. Telles ont été les grandes lignes de la réunion du mouvement de rassemblement ce jour. Fezou Rafali. Une élection démocratique et transparente, tel est l'objectif pour la prochaine élection. Selon les explications du leader du mouvement de rassemblement, un mouvement qui regroupe des membres de la société civile et des politiciens. Pour cela, il faut respecter les termes de la Constitution. Toutefois, à quelques mois des élections, la situation du code électoral est encore floue. L'adoption de ce code devrait se faire au cours de cette seconde session parlementaire. D'autre part, les politiciens membres de ce mouvement appellent à la mise en place d'une convention électorale pour ne pas renouveler la période de crise. Les politiciens et les membres de la société civile attendent la sortie de l'avant-projet de code électoral afin de vérifier si ce dernier correspond à la proposition faite par la commission consultative, avant-projet que le comité interministériel était censé sortir ce jour. Toujours dans l'actualité, la rumeur selon laquelle les élèves seraient obligés de se faire vacciner contre la peste a engendré une polémique et une panique au sein de la population. Il y a lieu de savoir que sur les 54 districts atteints de la peste, à ce jour, seuls 13 d'entre eux sont encore affectés. Regardez. Aujourd'hui, l'ambiance au sein des établissements scolaires, tant publics que privés, était au tumulte. Une agitation causée par une rumeur comme quoi les élèves des établissements d'Antananarivo et des environs doivent être vaccinés contre la peste. Une semaine après la rentrée, cette rumeur a secoué élèves, parents et responsables des établissements scolaires. Une journée qui a fini par une clôture à l'avance des cours suite à la demande des parents. Des rumeurs courent dans le secteur d'Anousbé, comme quoi un médecin, dans un 4x4 noir accompagné d'agents de l'hémorragie, vaccine des élèves contre la peste et que 4 d'entre eux sont décédés suite à cela. Cette rumeur est parvenue jusqu'ici et a poussé les parents à venir chercher leurs enfants. Les parents ont forcé les responsables à faire sortir les élèves et le directeur n'a rien pu faire. Donc, il a suspendu les cours et a renvoyé les enfants chez eux. Cette rumeur est partie d'une publication sur l'un des réseaux sociaux. Elle a rapidement pris de l'ampleur et a entraîné une perturbation au niveau des écoles. Suite à cela, des équipements ont été endommagés et de nombreux responsables par secteur ont émis des déclarations. Demain aura lieu une réunion extraordinaire avec les parents d'élèves et les responsables du quartier. Suivant le constat sur cet événement, un rapport sera ensuite envoyé au niveau du district et de la préfecture. Les parents n'ont pas attendu pour émettre leur avis à ce propos. À travers les différents réseaux sociaux, la santé, surtout celle des enfants, doit être prise au sérieux. Le manque de mesures de prévention au sein des écoles reste un problème. C'est une des raisons principales qui facilite la propagation de telles rumeurs.
Et puis les services douaniers sont classés parmi les secteurs où diverses infractions sévissent. D'une part, on constate les simples infractions et d'autre part, les pratiques corruptives, des actes qui entraînent une perte considérable pour les sources de revenus de l'État. Selon les rapports obtenus du service douanier, les fraudes dénombrées en 2016 ont engendré un manque à gagner de 26 milliards à l'État, un problème généralement dû à des anomalies au niveau des documents, tandis que les dédouanements qui ont suivi une procédure normale ont permis de rapporter 57 milliards de plus par rapport à la recette prévue dans la LFI 2017. Face à ces infractions, le Bianco a reçu de nombreuses plaintes, dont la majorité porte sur les fraudes douanières. Passons à un tout autre sujet. Pour cette année, le volume de la récolte de litchi à Thomasin risque d'être plus faible à cause du climat et sa maturation tardive, selon le député élu dans cette localité. Cela implique que la quantité destinée à l'exportation ne sera pas la même que chaque année. Michael Ramarla. Chaque année, Madagascar exporte environ 16 000 à 20 000 tonnes de litchi provenant de plantations réparties sur 500 000 hectares. Selon le ministère du Commerce et de la Consommation, la Grande Île a prévu une récolte de 20 000 tonnes lors de la dernière collecte. Pour diverses raisons, cette quantité ne pourra probablement pas être atteinte pour cette saison 2017-2018, déclare le député de Tamatave 2. Nous constatons que pour cette année, la quantité de litchi produit sera insuffisante et risque de poser problème auprès de la société et des collecteurs. Par contre, la qualité ne devrait pas faire défaut vu qu'il a beaucoup plu ces derniers temps. Dans l'intérêt des agriculteurs, le prix d'achat du litchi devrait être reconsidéré pour l'intérêt de ces derniers, car cela fait plusieurs années que ce prix est resté inchangé. Nous considérons que pour cette année, le prix du kilo de litchi devrait atteindre les 1500 à 2000 arrières. Nous constatons également que les agriculteurs se font arnaquer au niveau pourcentage, qualité ou encore sur le poids des caissettes. Plus de 100 000 familles malgaches vivent de la production du litchi. Madagascar en est le 3e producteur mondial, passant après la Chine et l'Inde. Face à la baisse de production de cette année, la Grande Île pourra-t-elle maintenir sa position? Rappelons par ailleurs que la récolte 2017-2018 est prévue pour fin novembre. Passons maintenant à l'actualité internationale. L'armée du régime syrien encerclait mercredi la dernière ville aux mains de l'État islamique dans le pays en guerre, a indiqué l'agence officielle Sana. France 24. Les drapeaux syriens et du Hezbollah érigés en signe de victoire. Les troupes du régime et leurs alliés auraient repris la ville de Boukamal, dans le désert syrien. D'après l'agence officielle syrienne Sana, il n'y aurait plus que quelques combats décrits comme très violents. Face aux forces du régime et ses alliés, se trouvent des combattants retranchés après la perte de Raqqa puis de Deir ez-Zor il y a quelques jours. Grâce à l'appui notamment de l'aviation russe, l'armée syrienne a pu percer ce dernier bastion urbain des djihadistes par l'ouest. D'autres troupes à l'est sont venues en soutien d'Irak, notamment des troupes paramilitaires chiites. L'organisation État islamique est sur le point de perdre la dernière ville sous son contrôle. Mais elle reste toujours bien présente dans le désert, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Et puis enfin, les juges de la Cour pénale internationale ont donné jeudi leur accord à l'ouverture d'une enquête sur la situation au Burundi concernant notamment des crimes contre l'humanité présumés commis entre avril 2015 et octobre 2017. France 24. Sur les crimes contre l'humanité commis par les forces de sécurité du régime et par la milice qui lui est affiliée depuis le 25 avril 2015, c'est au moment de cette nouvelle crise politique où le président Nkurunziza brigue un 3e mandat pour la présidentielle. Et ce qu'on sait de cette décision qui fait une centaine de pages et qui cadre l'enquête telle qu'elle sera faite, on évoque des meurtres de civils ciblés parce qu'ils étaient membres de l'opposition, des viols, des disparitions, des tortures, des disparitions forcées, des détentions forcées.
Et tous ces faits sont basés sur l'enquête faite par Fatou Bensouda, l'examen préliminaire qui lui a permis de déterminer que la Cour était compétente et qu'il était nécessaire d'ouvrir une enquête. Alors, cette enquête, la procureure avait estimé, en déposant sa demande au juge, qu'il n'y a pas de conflit armé interne au Burundi et que dans ce cadre-là, elle n'enquêterait pas sur de potentiels crimes de guerre, que l'opposition n'était pas suffisamment constituée, organisée en groupe armé pour définir qu'il y avait des crimes de guerre. Et sur ce point-là, les juges lui ont simplement demandé d'observer, de voir si la tentative de coup d'État de mai 2015 et l'attaque de plusieurs sites militaires à Bujumbura pouvaient éventuellement relever de crimes de guerre pour pouvoir donner une réponse en fait sur ces faits-là. Pour l'instant, le document ne désigne pas évidemment nommément des responsables, mais par contre, il cible particulièrement les services de sécurité Burundi, dont la brigade anti-émeute qui a été créée pendant la crise, et les services de renseignement burundais. Alors pour l'instant, il va falloir attendre avant de connaître le nom des responsables, avant de savoir contre qui des actes d'accusation vont être émis par la Cour, et il faudra sans doute attendre plusieurs mois, d'autant plus que cette enquête va être particulièrement compliquée parce que le Burundi a déjà annoncé depuis bien longtemps qu'il n'y aurait pas de coopération avec la Cour pénale internationale. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. La famille d'Albert Zafi, ancien chef d'État malgache, a déclaré que le régime de la transition n'est pas responsable de la vente de la propriété foncière sur laquelle est bâtie la villa Elisabeth. Et puis, la rumeur selon laquelle les élèves seraient obligés de se faire vacciner contre la peste a engendré une polémique et une panique au sein de la population. Et puis enfin, l'armée du régime syrien encerclait mercredi la dernière ville aux mains de l'État islamique dans le pays en guerre, a indiqué l'agence officielle Sana. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.